on a beaucoup de plaisir à accueillir Henri Bourgeois-Costa. Bonjour Henri, je vous en prie, installez-vous à moins d'un mètre de moi, évidemment. Bonjour. Bonjour, représentant la fondation Tara Océan. Tout à fait. Vous êtes expert en économie circulaire et responsable aussi de la partie plaidoyer sur les pollutions plastiques au sein de cette prestigieuse fondation qui est Tara Océan. Vous allez nous en parler. Vous avez 15 minutes, j'interviendrai s'il le faut. Pour Avec vous présenter, plaisir, n'hésitez pas. En quoi il est urgent de s'attaquer à cette pollution qui ne s'est pas tarie, je crois, pendant le confinement. Hélas. Bon, je vous laisse, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de pollution plastique, qui est un sujet qui a émergé, on va dire, cette dernière décennie de façon assez importante. Pourquoi est-ce que la Fondation Tara Océan parle et s'intéresse à la pollution plastique ? Parce que ça fait partie, on va dire, de ses principaux axes de travail. On travaille essentiellement sur 5 grandes missions, mais qu'on pourrait répartir en 3 grands thèmes, des thèmes d'éducation, d'information, des thèmes. Évidemment, le cœur de métier, c'est la recherche, qui est basée autour de la goélette Tara, qui sillonne les mers et les océans, et également un travail de plaidoyer, c'est-à-dire apporter la science aux décideurs pour essayer de changer les choses et essayer d'inverser les tendances que l'on peut constater en matière de climat, en matière de pollution, en matière de préservation de la biodiversité. Donc c'est ces 3 grandes familles qui nous animent et qui nous amènent à nous intéresser à ces questions-là. Alors, il y a une vraie légitimité de la Fondation Tara, c'est vraiment un pool de recherche et de scientifiques qui sont à bord et qui viennent intervenir, des chercheurs de tous bords, et puis plus de 130 publications de prestige en 4 ans sur l'ensemble des problématiques océaniques. Pour ma part, je suis chargé du plaidoyer sur la question plastique, c'est-à-dire que je ne suis pas un scientifique à proprement parler au quotidien. Je suis quelqu'un, en anglais on dirait un lobbyiste, mais pour la bonne cause. Et je vais vous présenter un peu les grands enjeux du plastique. Alors comment est-ce qu'on est venu au plastique ? On est venu au plastique au-delà de nos thèmes qui nous y ont amenés, on y est venu aussi par nos missions. C'est-à-dire que notre première mission était une mission plutôt sur la question climatique. La goélette a fait une dérive arctique. La seconde mission, c'était une mission sur le vivant, sur les écosystèmes du Pacifique. Et puis au cours de ces 2 missions, en fait, il y avait une espèce de constat absolu, c'est que le plastique était partout. Quoi qu'on fasse, quels que soient les travaux qu'on pouvait conduire, on ne pouvait que constater la présence du plastique. Et c'est ce qui a conduit à cette 3e mission, qui est Tara Méditerranée, si vous préférez, qui s'est intéressée tout particulièrement à la question du plastique au travers d'une mer en particulier, qui est la mer Méditerranée. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pollution plastique ? On parle, vous avez tous sûrement en tête cette image des animaux, de la grande faune, de ces baleines, et ces images qui nous crèvent tous le cœur, qu'on voit s'étouffant avec des sacs plastiques, de ces oiseaux qu'on voit avec le bec empêtré dans des filets. C'est évidemment la partie émergée de l'iceberg, et c'est la partie la plus choquante, celle sur laquelle le grand public est le plus sensibilisé. C'est une réalité qui est indéniable. On parle chaque année de plus de 150 000 mammifères marins et 1 500 000 oiseaux qui sont victimes de ces dégâts-là. Mais ce n'est que la partie émergée, malheureusement, de l'iceberg. Et quand on travaille sur ces questions de pollution plastique, en fait, on constate très rapidement que cette pollution, elle est omniprésente sur l'ensemble des mers et des océans, que ça dépasse très très largement l'image d'Épinal du 7e continent. En fait, il n'y a pas un 7e continent, il y a des continents de plastique à peu près partout autour de la Terre, hélas. La pollution plastique, elle est présente depuis la surface des mers jusqu'au plancher océanique. On en trouve en quantité phénoménale, y compris dans la fosse des Mariannes, plusieurs milliers de mètres de profondeur. On en trouve tout au fond du plancher océanique méditerranéen. Et puis on en trouve un peu partout, effectivement. Alors on la trouve aujourd'hui d'une façon assez différente de ce qu'on pouvait imaginer. C'est surtout sous forme fragmentée qu'elle se présente petit à petit. C'est quelque chose qui s'est imposé à la connaissance scientifique. Il y a une part de macro-déchets qui est significative, mais surtout, en termes de volume, on parle de plus de 60% des déchets qui sont sous forme de micro-déchets. Quand on parle de micro-déchets, ce sont des déchets qui sont plus petits qu'un grain de riz, inférieurs à 5 mm. Et donc, ces micro-déchets,
ils vont avoir une capacité à pénétrer dans l'écosystème beaucoup plus grand, évidemment, vous pouvez imaginer, que des grands déchets. Pour revenir à des chiffres concrets, c'est quoi la pollution plastique aujourd'hui? C'est l'estimation, 35 millions de tonnes de plastique par an qui sont déversées dans les mers et les océans de la planète. 35 millions de tonnes. Et un plastique met combien de temps à se dissoudre pour nous faire un rappel? C'est presque déjà la seconde question. Ça va... En fait, pour être exact, on ne devrait pas parler du plastique, mais des plastiques, parce qu'en fait, derrière ce nom générique, il y a de nombreux matériaux très très différents. Et en fait, ça va être très très variable d'un matériau à l'autre. Certains, on parle de plusieurs centaines d'années, d'autres, c'est quelques années, quelques décennies. Ça, c'est la première réponse qu'on peut faire. Et la seconde réponse qu'on peut faire, c'est que la biodégradabilité, puisque c'est bien ça la question, la biodégradabilité d'un plastique, en fait, elle va prendre en compte deux choses, c'est-à-dire la nature du matériau, sa capacité à se dégrader, mais également les conditions naturelles dans lesquelles ça va se dégrader. Et on le verra plus tard dans les solutions qui peuvent s'imposer à nous pour remplacer ces matériaux. La question de la biodégradabilité, elle est souvent au cœur et c'est souvent un énorme problème. Je vais vous donner un exemple pour que vous touchiez du doigt un peu différemment ça. Une peau de banane, si vous la jetez dans nos forêts européennes riches, humides, avec des humus assez abondants et une faune et une flore bactérienne très abondantes, ça va se dégrader assez rapidement. La même peau de banane, si vous la jetez au Sahara, elle va mettre des années à se dégrader. Et pour les plastiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un plastique qui va être jeté dans des univers où il y a une activité d'érosion, d'impact, de bactérienne, etc., ça ne va pas du tout être la même chose que dans un autre milieu. Voilà. Donc, pour revenir à ce chiffre, 35 millions de tonnes, ça c'est ce qui est envoyé dans l'environnement. Et dans la mer et les océans, on estime que c'est 8 à 12 millions de tonnes chaque année qui finissent dans les océans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, l'enjeu, il n'est pas d'aller ramasser les plastiques. Vous imaginez bien que 35 millions de tonnes ou 8 millions de tonnes, on ne va pas nettoyer l'océan à la petite cuillère, c'est absolument vain. L'enjeu, il est de tarir cette source. Il n'y a pas d'autre enjeu. La source de cette pollution plastique, elle est essentiellement terrestre. On estime seulement à 20% les plastiques d'origine maritime, d'activité maritime. Le reste, c'est une origine terrestre et donc l'enjeu, il est évidemment d'aller travailler à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on a un vrai enjeu? On va revenir à ça, non seulement pour les histoires de petits animaux, ceux qui m'accuseraient d'écologie facile me diraient oui, mais finalement c'est jamais que des dauphins et des baleines. Enfin des baleines, mais c'est rien, c'est pas très grave. Si, déjà c'est grave. Mais au-delà de ça, ces plastiques, ils ont d'autres effets sur la biodiversité. Les autres effets, c'est tout d'abord de pénétrer dans la chaîne alimentaire et de se substituer à l'alimentation de la faune marine, et notamment de notre propre alimentation, des poissons qu'on peut pêcher. Typiquement, en Méditerranée, dans les zones de très forte concentration, on arrive à retrouver jusqu'à 50% du plancton, et même 80% dans les pics les plus phénoménaux, 50 à 80% de plancton qui est constitué de plastique. C'est-à-dire qu'un poisson a beaucoup plus de chances de manger un morceau de plastique que de manger du plancton naturel, du vrai vivant. Et vous imaginez bien que quand on mange du plastique, ça ne fait pas beaucoup grandir et ça n'aide pas beaucoup au développement. Ça, c'est effectivement une problématique qui est beaucoup moins connue du grand public et qui est pourtant presque plus importante en termes de pérennité du dégât que celle de la baleine et de l'image qu'on voit qui est très choquante. L'autre problématique, c'est que ces morceaux de plastique, ils servent de support. Ils servent de support à deux choses. Ils servent de support, d'une part, à toute une faune bactérienne et virale qui utilise ces microplastiques comme des supports pour se déplacer et qui donc va complètement modifier l'écosystème bactérien et viral océanique, va favoriser certaines espèces au détriment d'autres et pose d'ailleurs des questions importantes en termes de santé publique à terme. On ne sait pas dans quelle mesure certains virus, certaines bactéries ne pourraient pas un jour devenir problématiques pour l'humanité elle-même. Et puis l'autre pendant, c'est que ça sert de support à des produits chimiques. Si vous avez déjà versé 2 gouttes d'huile dans un verre d'eau, vous avez remarqué que ces 2 gouttes d'huile, elles se rapprochent. Elles sont attirées l'une par l'autre. En fait, le plastique, ça fonctionne à peu près de la même façon dans la mer et dans les océans, avec toute une série de polluants, des PCB, des métaux lourds, etc., des pesticides.
Et en gros, le petit poisson, quand il mange notre fameux morceau de plastique en le prenant pour un plancton, non seulement il ne s'alimente pas, mais il s'empoisonne. Il s'empoisonne même assez gravement et la pénétration de ces toxiques dans la chaîne alimentaire est favorisée évidemment par cette présence-là. Donc vous voyez que ce tableau assez noir, sombre on peut le dire, j'en suis désolé, il dresse en tout cas un constat d'urgence et une nécessité à agir. Voilà, une nécessité à agir. Parce qu'à terme, c'est notre relation au monde, à notre alimentation et également notre relation économique. Si pour certains les premiers arguments ne sont pas suffisants, on pourrait finir par citer cet argument-là. Aujourd'hui, le programme des Nations Unies pour l'environnement évoque environ 75 milliards de dollars de pertes annuelles du simple fait de la présence des plastiques dans l'environnement, que ce soit des pertes de pêche, des pertes touristiques ou des dégâts sur les potentiels de développement futur. Donc on est vraiment sur un enjeu majeur. Et donc, comme je le disais très rapidement tout à l'heure, la solution, il faut qu'on la trouve à terre. Il faut très rapidement qu'on abandonne l'idée vaine qu'on pourra nettoyer ce qui est dans l'environnement. On a cru pendant quelques années encore que effectivement, on ne pourrait pas nettoyer les océans, mais peut-être que la solution était de nettoyer les fleuves et les rivières, puisque ce sont eux qui sont en général les principaux vecteurs de ces pollutions. Et on a bouclé cet automne une nouvelle campagne scientifique qui nous a permis de remonter jusque sur certains fleuves européens, le Rhône, la Seine, je vous passe la liste. Et en fait, donc les échantillons sont très loin d'être tout analysés, hein, il y a encore beaucoup de travail, mais on a plusieurs enseignements de cette campagne-là. Le premier enseignement, c'est qu'il n'y a pas d'échantillon sans pollution plastique. Zéro. La pollution plastique est omniprésente, y compris dans les fleuves. Le deuxième enseignement, et c'est celui-là presque le plus gênant, c'est que ces plastiques-là sont déjà très fortement microfragmentés. C'est-à-dire qu'on ne nettoiera pas les fleuves et les rivières parce que les plastiques sont déjà sous forme de microplastiques avant d'arriver dans l'environnement. Vous le dites qu'il n'y a aucune solution de géo-ingénierie potentiellement valable pour ne serait-ce qu'en nettoyer une partie. Alors, il reste toujours les gestes citoyens, le plugging, cher à nos amis suédois, ou le ramassage de plage. C'est jamais mauvais. Tout plastique qu'on peut ramasser c'est toujours bien. C'est la part du colibri. Mais cette part du colibri, il faut se rappeler ce que c'est. C'est une part du colibri, et le colibri, pour éteindre le feu, il ne verse qu'une goutte d'eau. Et s'il n'y a pas de pompier pour éteindre le feu, ça ne marche pas, la part du colibri. Ne nous mentons pas, hein. Restons un peu sérieux. La réalité, c'est qu'il faut agir à la source, il faut agir très en amont. Et très en amont, c'est où ? C'est sur les facteurs d'émissions, de consommation, donc auprès de l'industrie, auprès des consommateurs, en identifiant le plus précisément possible quelles sont ces sources de pollution. Donc on sait qu'il y a une partie qui est très significative qui vient de l'emballage domestique, mais pas que, il y en a d'autres. Les plastiques utilisés en agriculture, les plastiques utilisés dans le BTP, les plastiques utilisés dans le domaine des routes, tout ça sont des éléments qui contribuent à déverser du plastique dans l'environnement et sur lequel il faut qu'on travaille. Alors aujourd'hui, il y a une concentration d'efforts qui se fait sur la partie emballage, et c'est très important parce qu'effectivement c'est un vecteur plus que significatif de cette pollution. Et puis il a une réalité particulière, c'est que ce sont des plastiques très différents. On utilise beaucoup de sortes de plastiques, hein, je vous ai dit, il y a plein de sortes de plastiques différents, et en fait chaque plastique pose des problématiques différentes. Et on a tout intérêt, à réduire notre addiction à ce plastique-là éphémère. Ça ne veut pas dire que le plastique c'est le mal, ça veut dire que le plastique, la façon dont on l'utilise est aberrante. Donc il faut abandonner ces usages éphémères. L'exemple le plus fou quand même, c'est ces mini bouteilles d'eau. Vous imaginez, vous avez une bouteille d'eau de 25 centilitres, donc c'est une gorgée d'eau. Et pour quelques secondes de consommation, vous avez devant vous quelques décennies à un siècle de dégradation dans l'environnement. C'est quelque chose c'est simplement un symbole, hein. La problématique plastique, elle est bien plus complexe que ça, mais ce symbole-là, il est insupportable. Intellectuellement, ne serait-ce qu'intellectuellement, il est insupportable de se dire qu'on est capable, pour une seconde ou quelques secondes de consommation, de mettre dans l'environnement un déchet qui va mettre qui peut mettre des siècles à se dégrader.
Alors, on parle beaucoup de quelques emblèmes comme ça, qui sont la paille, qui sont le coton-tige, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est évidemment des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Il faut surtout qu'on travaille sur comment est-ce qu'on gère la problématique plastique dans son ensemble. C'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit des produits en plastique qui, dès leur mise sur le marché, ont été prévus pour être facilement collectés, facilement recyclés. Et puis comment est-ce qu'on conçoit des produits qui ne finissent pas dans l'environnement, qui à aucun moment ne puissent finir dans l'environnement. C'est difficile de ne pas faire le lien avec des masques à usage unique, avec des gants, dont on a vu fleurir beaucoup j'allais dire, dessins ces derniers temps sur nos sols. Oui, c'est le sujet d'actualité. C'est un sujet qui est choquant parce qu'effectivement, quand on voit ces nouveaux masques qui sont d'un plastique un peu particulier qu'on appelle le polypropylène, qui est un plastique très, très commun que vous utilisez dans plein d'autres choses. Ça sert à emballer des barres chocolatées, ça sert à faire vos pare-chocs de voiture. Donc c'est pas très différent des autres. Donc il faut pas c'est choquant parce que c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose d'actualité. Il ne faut pas en faire autre chose qu'un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose qui doit nous mobiliser en termes de solutions, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Très concrètement, aujourd'hui, il y a une hyper-focalisation sur ces déchets-là. Elle est complètement anecdotique par rapport à l'ensemble de la pollution plastique qui existe, hein, et c'est pas parce qu'elle est anecdotique qu'il ne faut pas s'en occuper, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais surtout, il ne faut pas oublier de s'intéresser aux autres. Typiquement, ce plastique-là, on fait des bouteilles, le bouchon des bouteilles de soda, d'eau, etc. On peut l'utiliser pour ça. Il faut savoir quand même qu'en matière d'eau, les bouteilles en eau, la France, qui est plutôt un mauvais élève en matière de collecte et de recyclage, il faut quand même savoir que le seul pays qui est plus mauvais que nous en matière de recyclage des plastiques en Europe, c'est Malte. C'est quand même pas une idée très ambitieuse de la situation actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'améliorer, mais en tout cas aujourd'hui il y a de grands efforts à faire. Et bien, cette bouteille d'eau, on en collecte et on en recycle que 6 sur 10 en France. Les autres partent en incinérateur ou en décharge. Et puis il y a une petite part, alors ça c'est les professionnels qui l'estiment, ils l'estiment à 1% qui fuit dans l'environnement. Je dirais 1%, bon, pas grand chose 1%. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente 1% des bouteilles qu'on consomme ? C'est 140 millions de bouteilles plastiques françaises qui chaque année finissent dans l'environnement. 1% de bouteilles qui ne sont pas collectées, c'est 140 millions de bouteilles dans l'environnement. Donc on est vraiment sur des chiffres qui montrent qu'effectivement on a une espèce d'addiction à ce matériau parce qu'il est pratique. Il ne faut pas lui retirer cette réalité-là. Il est pratique parce qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut, c'est pas cher. Donc ça a à peu près toutes les vertus dans un monde de la consommation qu'on connaît. Et donc il faut qu'on arrive à réconcilier une intelligence d'usage de ce matériau, c'est-à-dire une réduction des choses un peu trop faciles. Voilà, ces plastiques qu'on va jeter après quelques secondes d'usage. Et il faut qu'on améliore de façon drastique la façon dont on collecte et la façon dont on recycle ce matériau. Et puis qu'on commence à penser de façon systématique, dès la conception des produits, à leur fin de vie. On va passer à... On a eu pas mal de questions, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On va prendre la première, là, une des premières qui nous est remontée. C'est d'où viennent les déchets plastiques dont vous avez parlé au départ. C'est 20% qui ne viennent pas de la Terre et des activités terrestres. De quel type d'activités est-ce qu'ils proviennent ? Alors ces 20%, c'est tous les plastiques qu'on met dans une grande famille maritime. C'est essentiellement les plastiques de la pêche et de la pisciculture. Voilà, c'est en gros des filets, les casiers, les flotteurs, ce genre de choses, voilà, qui servent aux professionnels de la mer, tous confondus. C'est une estimation qui est... C'est vrai qu'on a tendance peut-être à penser aussi aux navires de croisière, peut-être par cliché, mais est-ce qu'il y a une filière de recyclage des déchets des navires habituels qui est mise en place ? C'est pas un cliché, c'est une réalité. Okay. C'est pas une réalité qui est prégnante en termes de volume, c'est une réalité dont il faut qu'on s'intéresse, puisque vous voyez, en fait, il y a une diversité. Ce matériau, il est tellement facile qu'en fait, il est employé partout, tout le temps, dans tous les sens. Je vous ai amené quelques petits exemples de notre quotidien et même...
de ce que vous pouvez trouver vous dans votre quotidien, de choses que vous trouvez moins facilement. Alors ça, on l'a tous, hein. Voilà. Ça, on peut le trouver en mer comme à terre, comme partout. C'est ce qu'on appelle le polybag. Ça, c'est un plastique assez facile d'emploi. Ça permet de protéger les vêtements quand vous êtes vendeur de vêtements et d'éviter qu'il y ait une partie qui finisse à la poubelle parce que souillée lors du transport. Ça coûte même pas 1 centime. Vous imaginez bien que c'est quand même très très pratique. Mais aujourd'hui, ça se recycle mal. On sait très mal recycler ces plastiques souples. Pas le matériau lui-même. Le matériau, il se recycle très bien, mais le fait qu'il soit souple pose des difficultés. Je vous en ai apporté un autre. Alors, on va le mettre à l'envers pour que la marque se voit pas trop. Qui est le petit cintre qu'on vous met également, par exemple, dans les vêtements. Alors, le petit cintre, il peut être de plein de matériaux différents. Celui-là, il a la mauvaise idée d'être dans un plastique qui s'appelle le polystyrène, qui est un plastique qui se recycle très mal, pour pas dire pas du tout. En tout cas, dans les circuits domestiques. Je vous en ai amené un autre, qui est le petit lien qui accroche les étiquettes sur tous les produits que vous achetez. Et ça, il y en a des quantités absolument phénoménales, qui circulent très facilement. Tout ça, vous aurez noté que je ne vous ai pas amené de paille, que je ne vous ai pas amené de coton-tige, je ne vous ai pas amené tous ces plastiques qui vont être interdits, et c'est très bien hein, qu'ils le soient d'ici très peu de temps, du fait des réglementations françaises et européennes qui ont été discutées. Et puis, je vous en ai emmené 2 qui sont beaucoup plus atypiques et auxquels vous attendez un peu moins. Alors celui-là, je pense que vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Mais en fait, c'est un petit capuchon d'écrou. C'est utilisé dans le bâtiment pour protéger les écrous qui sont mis à l'extérieur. Alors, ce plastique-là, en fait, si on était intelligent, on arriverait facilement à le collecter dans la poubelle jaune ou par d'autres moyens et le recycler. Celui-là, on n'a à peu près aucune chance de pouvoir le collecter parce que sa fonction, c'est de protéger l'écrou puis de se désagréger dans l'environnement. D'ailleurs, au moment où je l'ai collecté, il part déjà à peu près tout seul en miettes. Sur ma seule terrasse, et je vous promets que j'ai pas un loft californien, hein, quelque chose d'assez simple, j'en ai compté 270. Et ça se dégrade par la force de la pluie. Ça, c'est la pluie, le soleil surtout, les UV hein, qui vont beaucoup dégrader, le gel, le dégel, voilà. Et avec ça, vous retrouvez, chacun fait 2 grammes. Certains sont en polystyrène, d'autres sont en polypropylène, voilà, il y a plein de sortes de plastiques utilisés. Et donc ça, c'est typiquement un plastique qui aujourd'hui pose problème parce que par nature, il finira dans l'environnement. Quoi qu'on fasse, celui-là, il finira dans l'environnement. Et puis, je vous en ai emmené un dernier, parler de la complexité de ce matériau, qui est que tout le monde se dit finalement la solution c'est d'abandonner le plastique et allons vers des matériaux plus naturels. Alors, un matériau plus naturel, ça les gourmands comme moi connaissent très bien, hein, une marque américaine de crème glacée, on se dit tiens c'est chouette, c'est du carton, oui et non, c'est-à-dire que en fait du carton avec la crème glacée ça fait pas super bon ménage parce que le carton absorberait la part liquide et donc ça serait absolument catastrophique, donc on a un microfilm plastique. Et finalement, entre un pot tout en plastique, en PET, qui serait bien collecté, bien recyclé, et ça, dont on ne saura jamais vraiment quoi faire, moi je préfère presque le premier. Tout ça pour dire qu'en fait cette question de plastique, quand on passe aux solutions, elle est souvent bien plus complexe que l'interdiction ou la facilité. On a un autre type de question qui revient pas mal autour de votre travail de plaidoyer, à la fois comment est-ce que vous faites pour vous adresser aux industries productrices de plastique et aux politiques qui ont le pouvoir de mettre ça en place. Et je rebondis sur une autre question qui n'est pas sans lien. Alors d'abord, bonjour, merci pour votre présentation, bravo pour votre travail de plaidoyer, voilà, ça fait toujours plaisir. Cette personne se demande simplement comment faire du plaidoyer quand on est en partie financé par les entreprises qui produisent massivement du plastique. Je n'irai pas plus loin dans la question, je pense que c'est une question à laquelle vous êtes habitué. Merci beaucoup. Oui, alors... comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à eux ? C'est assez simple, on a, je vous l'ai dit, une base de connaissances et c'est ça qui appuie notre travail, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle. Ça c'est vraiment c'est le cœur de métier. Donc on est partie prenante de toute une série d'organes de travail. On travaille sur la loi anti-gaspillage là, qui a été négociée et qui a été votée en janvier dernier. Là on est encore aujourd'hui, là ces jours-ci, je suis encore en train de travailler sur la rédaction des décrets d'application. Donc ce qui va faire que cette loi est ambitieuse ou ne l'est pas. C'est là que ça se décide, c'est dans les décrets d'application. Et puis on travaille effectivement directement avec les industriels. Alors la vision d'un monde où il y aurait d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants est une vision un peu courte.
Il y a évidemment des intérêts économiques, on ne va pas le nier. Il y a évidemment des choses qui s'opposent, mais on est capable d'être intelligent et de les dire. On est capable d'avoir des partenaires avec qui on s'entend sur des choses et avec qui on ne s'entend pas sur d'autres. Ça, c'est juste une question de, on va dire, de respect de soi-même et de respect de notre engagement. Donc évidemment, on peut travailler, et on doit travailler d'ailleurs avec ces gens-là, parce que ce sont eux qui ont entre les mains une grande partie de la solution. Imaginez que la solution au plastique, ça soit simplement d'arrêter le plastique. C'est une solution qui me semble très détachée d'une réalité. Je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, le plastique, c'est un matériau qui est léger. Il n'aura pas échappé à grand monde qu'on a un petit souci de réchauffement climatique. Et je crois que l'intervention suivante en parlera encore assez abondamment. Le matériau plastique, c'est un matériau qui est léger, et donc en matière de réduction des coûts CO2, c'est quelque chose qui est significatif. Je vais vous donner un exemple tout bête. Une tonne de plastique recyclé, c'est 2,5 tonnes de CO2 économisées, par exemple. Donc on peut très bien avoir un usage du plastique plus vertueux, plus intelligent. Ça ne veut pas dire que c'est une réponse à tout, comme toujours, mais ça veut dire que ça demande d'avoir des solutions qui sont pas caricaturales, et en tout cas toujours dans l'avancée avec l'ensemble des interlocuteurs. On a parlé des éléments du Covid, là, de ces masques. Hein. Tout le monde se focalise sur cette question-là. En fait, la réalité de la problématique plastique dans cette période de crise, elle n'est pas sur le masque. Elle est sur la tentation qu'ont nos concitoyens actuellement de se reporter massivement vers les produits emballés. Il y a, pendant cette crise, eu un report très très important vers les produits emballés. Alors, parfois pour des raisons très claires qui sont les poussées du lobby de l'emballage et du plastique vers cet usage-là. Ils y ont vu une belle opportunité, et c'est assez logique qu'ils l'aient fait. À nous de faire de telle sorte que ça n'aboutisse pas. Mais c'est aussi parce qu'il y a effectivement cette espèce d'habitudes de consommation qui se sont construites pendant un demi-siècle. C'est à peu près ça l'émergence de ce matériau-là de façon très développée dans notre société. La dernière décennie et les dernières quinzaines d'années sont les plus marquantes, mais ça fait un demi-siècle qu'on a pris l'habitude d'utiliser ces produits-là. Donc ça ne va pas s'arrêter tout de suite, et cet arrêt d'usage trop facile du plastique, c'est quelque chose qui doit s'accompagner aussi auprès des industriels. C'est une partie de notre travail. Je travaille, moi, au quotidien avec des industriels qui nous demandent comment est-ce qu'on fait. Je vous donne cet autre exemple, hein, ce produit-là. Quand on est industriel du textile, comment est-ce que vous faites pour vendre votre produit sans ce sac-là ? Le papier, ça ne protège pas de l'humidité, ça ne protège pas des salissures. Donc ça veut dire que vous allez avoir de la perte si vous enveloppez ça dans du carton. Alors ça peut être un choix, mais c'est un choix qui va avoir un impact environnemental très très fort. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Ce que je dis, c'est que la solution à ça, elle est très complexe. Et passer d'un monde où on a cette abondance-là de plastique à un monde où on n'a plus du tout de plastique, ça demande de travailler avec l'ensemble des acteurs. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours frustrant d'arrêter les sujets passionnants. On invite tout le monde à aller sur le site de la Fondation Tara. Vous avez des rapports, des documentaires, vous avez une quantité de ressources intéressantes pour aller plus loin dans cette démarche. On enchaîne d'ici quelques minutes avec Sylvain Pichat sur les solutions plastiques. Merci beaucoup Henri Bourgeois-Cossa. Merci à toutes et à tous. Merci.